Radio Aligre, c'est une radio libre, il faut préciser ce que c'est au sens juridique et légal. C'est une radio associative catégorie A qui ne fait pas de publicité, qui est née en 1981, juste avec l'autorisation des fameuses radios FM, donc qui s'apprêtait, ou s'apprête, c'est selon, à fêter ses 30 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire une radio libre? Ça veut dire une radio composée essentiellement de bénévoles. On a quelques salariés, essentiellement en emploi aidé, c'est-à-dire qu'on a un très petit budget, on est financé par le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est quelque chose d'un petit peu automatique, et quelques rares partenariats, de moins en moins de partenariats, ce qui explique un petit peu notre situation actuelle. Est-ce que vous pensez que la menace qui pèse a à voir avec la période électorale? Les thèmes qu'on aborde, ils ne s'adressent pas à une communauté, ils ne s'adressent pas à un groupe particulier, ils s'adressent vraiment à tout le monde. On parle de culture, on parle de découverte culturelle, on parle de société, de problèmes de société, en donnant la voix, la parole à ceux dont on entend très peu la voix. Et en ce sens-là, on a un rôle éminemment politique. Oui, mais tout ça, ce sont des thèmes précisément qui sont plutôt à gauche. Oui, plutôt à gauche, enfin plutôt humaniste. Voilà, enfin, c'est pour ça qu'on pourrait penser qu'il y a un lien avec la campagne électorale. Voilà, peut-être qu'on n'est pas assez nécessaire à certaines personnes, c'est-à-dire qu'on nous a dit parfois en nous refusant des financements, on ne sait pas à qui vous adresser, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les logiques clientélistes, on n'est pas la radio de telle ou telle communauté, donc on ne peut pas s'assurer en nous finançant l'appui électoral d'une communauté. Donc en ce sens-là, on n'est pas intéressant à financer pour des municipalités par exemple. Et puis après ça, peut-être qu'on dérange en effet. Et surtout, bon, on est aussi au-delà d'une logique purement politique, puisqu'on n'a pas été censuré par... c'est pas le gouvernement qui nous a dit de nous arrêter, hein, c'est une grande entreprise privée, détenue à 43% par un groupe texan et par des fonds de pension, qui, tout d'un coup, nous coupe l'antenne, apparemment sans avoir le droit de le faire. Ils auraient eu le droit peut-être de saisir nos comptes bancaires, mais là ils interrompent le service, c'est-à-dire qu'ils nous créent un préjudice énorme, inchiffrable. Enfin là on est quand même dans une logique très perverse, puisque le simple fait que cet organisme qui autrefois était public oui. ait été confié à un groupe privé texan, on pouvait très facilement imaginer à quoi ça aboutirait. Donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans. C'est une démarche politique. Oui, il n'y a rien d'étonnant. Simplement, il se trouve que pour la diffusion, je vais vous faire un petit peu l'historique de nos relations avec TDF, cette grande entreprise ex-publique. Pendant un temps, EDF nous donnait de l'argent. Parce qu'on avait jusqu'en 1999 un émetteur qui nous appartenait en site propre, qui était sur un immeuble à Paris. Tout se passait très bien. Et TDF, comme il s'en servait pendant que nous n'émettions pas, parce que nous sommes sur une demi-fréquence, il nous versait un peu d'argent, ce qui était parfait. Et puis il se trouve qu'en 1999, la mairie de Paris a ordonné, par un référé minute, de démonter cette antenne qui avait tenu malgré la tempête, mais qui était soi-disant dangereuse. Voilà, elle était devenue dangereuse. Enfin bon, elle était restée debout, hein, mais il fallait absolument la démonter. Donc on l'a démontée. Et là, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec des sommes faramineuses à payer à TDF pour qu'il nous diffuse. La solution, ce serait qu'on renégocie cette dette avec TDF. On est en négociation tripartite avec la mairie de Paris qui nous soutient sur ce dossier et est prêt à nous accorder une aide pour financer TDF. Ils nous ont débloqué 8 000 €, ce qui n'a pas suffi à TDF pour nous remettre. Un médiateur a été nommé à la mairie de Paris et essaye d'arranger les choses, mais ça prend beaucoup de temps et beaucoup trop de temps. Et pendant ce temps, vous n'êtes pas diffusé? Pendant ce temps, on n'est diffusé que sur Internet. C'est quand même une radio historique. On est là pour faire de la radio FM, on défend ce média. Alors on était aussi sur Internet avant, mais on a bien regardé nos connexions, on s'est dit aussi c'est une formidable chance de faire... Mais non, les gens ils tournent leur bouton de radio. Il y a quand même une fracture numérique en France qui existe encore, il faut le rappeler, parce qu'on habite à Paris, on est des bobos, tout ça, c'est bien, on a tous Internet. Mais il y a quand même des gens, en particulier des gens plus âgés, ou qui veulent tourner le bouton de la radio et nous entendre. C'est ça aussi la proximité. Alors qu'est-ce que les gens qui regardent cette vidéo, là maintenant, peuvent faire concrètement? Alors ils peuvent déjà signer la pétition. Plus on fait tourner une pétition sur Internet, un peu partout, vous pouvez aller sur notre site. Alors hélas, il ne s'agit encore que d'Internet, mais on y est là également. Signez la pétition, mettez vos noms, mettez-nous un petit mot. Déjà, ça nous fait du bien de voir qu'il y a des milliers de gens qui nous soutiennent. Dans ce combat, on a vraiment besoin de ça.
Et puis bah, voilà, c'est aussi un moyen de pression qu'on a à partir de TDF. Après ça, d'un point de vue tout à fait personnel, ça je n'engage pas du tout la radio, moi je me dis bon sang, ça fait 30 ans qu'on est une radio libre, c'est les 30 ans des radios libres, on connaît des gens en province sur des émetteurs qui se débrouillent et tout ça, je me dis mais pourquoi pas aller grimper sur le toit et se mettre un émetteur et émettre, mais même à 50 mètres à la ronde, mais histoire de dire qu'on n'est pas mort et qu'on ne nous coupera pas la voix comme ça. Je pense que pour ces 30 ans, un livre redevient pirate, ça aurait de la gueule. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est une action qui serait une action militante. Je ne sais pas si légalement c'est possible, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, j'invite aussi les gens qui ont un peu des connaissances techniques en la matière à y réfléchir, à nous appeler, à nous faire des propositions éventuellement. Pourquoi pas aussi monter ce genre d'action un petit peu offensive. C'est une radio citoyenne. Quel a été le choix pour vous de... Moi, c'était faire mon métier au sens où je l'entends et je le respecte. Parce que c'est quand même le métier que j'ai toujours voulu faire. Donc il n'y a que pour l'instant là où je peux le faire librement et en toute conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une liberté de ton, ça veut dire avoir une liberté des sujets, ça veut dire aucune censure à quelque niveau que ce soit. Après ça, c'est une difficile liberté aussi, parce que ça veut dire qu'on est face à nos propres choix, qu'on peut se tromper. Voilà, mais c'est ça la difficulté, c'est ça qui est passionnant aussi. Et quant à travailler sur Radio Aligre, bénévolement, je le précise, puisque c'est pas là où je gagne ma vie, ça veut dire faire des émissions, être journaliste, et être voilà, bénévole, mais journaliste, au sens le plus noble du terme. Et puis ça veut dire aussi s'intéresser à la vie de l'association. C'est indissociable quand on est animateur ou producteur sur Aligre FM que de monter des dossiers de subvention, filer un coup de main pour faire une grille des programmes. Voilà, on participe à la vie de cette association et à son financement. On produit des contenus et aussi on assure la pérennité du média dans lequel on travaille. Voilà, c'est très complexe de travailler sur Aligre, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, toutes nos forces en ce moment, mais c'est aussi très cohérent, je trouve. Il y a aussi le caractère local de cette radio, c'est-à-dire qu'il y a d'autres radios, notamment dans le sud de la France, du côté de Bordeaux, de Montpellier, qui sont un peu dans le même type de démarche. Et ça va contre un phénomène de monopole finalement, de concentration qui se développe beaucoup. C'est presque la démarche inverse, c'est-à-dire si on défend pour l'Île-de-France Aligre FM, il faut aussi qu'on défende, je sais pas, Radio Galère à Marseille, oui. Etc. Est-ce que c'est une démarche qui est pensée, qui est assumée avec les autres radios? Ouais, alors c'est une démarche qui réfléchit. Alors on connaît pas tous, on se connaît pas tous, toutes les radios associatives ne se connaissent pas. Moi j'ai la chance parce que je participe pas mal au programme de l'EPRA. L'EPRA c'est un groupement d'intérêt public qui a pour objectif de faire circuler les programmes des radios associatives entre elles. C'est-à-dire que l'EPRA nous achète des programmes et les fait tourner ensuite dans toutes les radios. Et il se trouve que j'ai été productrice aussi pour l'EPRA et dans ce rôle-là, j'ai pu participer notamment à Nantes au Festival des Trois Continents avec d'autres radios à faire des événements. Donc à chaque fois que je vais à Marseille, à Nantes, à Besançon et que je rencontre d'autres radios, je me dis mais on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui font le même boulot que nous. Alors évidemment, ils ne parlent pas des mêmes sujets, ils parlent plus de l'aéroport à Nantes, nous on parle plus de l'immeuble en face qui est vendu à la découpe, pour ce qui est du local, hein. Mais on est sur les mêmes problématiques. On n'a pas besoin de faire les sous-titres quand on se parle. On se parle de la même chose. Et ça fait un bien fou. Donc il y a cet organisme, l'EPRA, qui fait qu'on échange des programmes entre nous et qui fait aussi qu'on peut se retrouver, qu'on se sent un peu moins seul. Donc évidemment que le réseau des radios associatives est quelque chose d'essentiel dans le paysage médiatique français. C'est plus de 160 radios quand même, en comptant que celles qui sont membres de l'EPRA. Enfin, c'est énorme. Le modèle économique, il est compliqué parce qu'on dépend essentiellement de financements publics. Et comme vous le savez peut-être, les financements publics qui étaient, il y a quelques années encore, relativement sous le mode de la confiance, avec des subventions de fonctionnement,
sont devenus fonctionnent maintenant sur le principe du projet. C'est-à-dire que, appel à projet, vous allez parler de telle chose et on va vous financer pour une série d'émissions sur telle chose. Après ça, on ne va pas encore trop nous chercher des poux dans la tête sur la manière. Généralisé à beaucoup de domaines. Absolument, absolument. Enfin, Franck Lepage le dénonce dans ses spectacles. Voilà, enfin, bon, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais en même temps, c'est une manière de flécher les financements et de nous faire perdre de la liberté. Donc, on répond évidemment. C'est même ça le but. On va aller savoir. Mais bien sûr. Donc voilà. Donc voilà, le modèle économique. C'est très difficile. Je veux dire, on ne peut pas pressurer nos auditeurs qui ne sont pas les gens les plus riches de France. Donc voilà, comment faire, ça je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quand même un droit à cette information-là. Je pense qu'on fait une mission de service public. Et je pense qu'au titre du service public, en tant qu'association, on devrait être financé par l'État. Et sous un aspect positif, ce serait qu'on arrive à rétablir l'antenne au plus vite. C'est-à-dire qu'on trouve un accord avec TDF de manière à ce que les heures qui viennent, les jours qui viennent, ça fait déjà 3 semaines, je le rappelle, ils nous rétablissent l'antenne. Ça, ce serait déjà la première chose positive. Et je pense que c'est la première fois en 30 ans que ça nous arrive, d'être comme ça muselé, de ne plus avoir l'antenne. Donc ça a été quand même, ou c'est un électrochoc terrible. Donc à la veille de nos 30 ans, enfin voilà, l'avenir ça pourrait être celui-là, ça pourrait être qu'on a vraiment pris conscience de notre existence, du fait aussi qu'il y a énormément de gens qui nous soutiennent et qu'on manque à beaucoup de gens. Même au CSA, paraît-il, ils nous ont dit de revenir vite qu'on leur manquait. Donc voilà, qui nous soutiennent aussi. Donc voilà, pour moi la priorité c'est vraiment le retour à l'antenne. Après ça, c'est difficile de se projeter, c'est faire la même chose et en mieux, puisqu'on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait jusqu'à présent en termes de programme. Après ça, évidemment, trouver d'autres financements, c'est un métier, on le fait tous avec nos propres moyens, mais en même temps, si on était tous des financiers et des chercheurs de fonds, ça se saurait, mais c'est pas ce qu'on est, et si on était ça, on serait peut-être pas sur un livre, donc voilà, tout s'explique. Après ça, le pire qui pourrait nous arriver, ce serait de mourir à 30 ans.